Oui, bonsoir. Est-ce que le docteur Desvaux est encore là? C'est le docteur Soula. Merci. Allô? Oui, bon. Donc je l'ai vu. Écoutez, moi je pense que c'est quand même relativement typique. Ce garçon est rentré en 98. Les 3 premières années, ça s'est bien passé. Ses entretiens d'évaluation étaient bons. Ça a tourné lorsqu'il y a eu le changement de N+1 et N+2, où là, on lui a quand même demandé de changer son entretien individuel d'évaluation. Donc ça, il avait eu un premier entretien en novembre 2001 où il faisait, où ses objectifs avaient été remplis, etc. Et un mois après, avec l'arrivée de cette nouvelle personne, on lui a demandé carrément de changer son entretien individuel d'évaluation. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est coûteux émotionnellement pour lui ? Et il reconnaît qu'à l'époque, il s'est senti un peu sur la pression, donc il a signé son entretien corrigé. Il n'était pas d'accord avec ce qu'ils ont corrigé, néanmoins il me dit, je voulais pas me mettre en difficulté, donc je l'ai fait. Et c'est à partir de là qu'on voit les troubles de la santé, avec les troubles du sommeil, les angoisses, qu'il a été obligé de prendre des somnifères. Et il est vrai que c'est à partir de là que ça s'est un peu rigidifié et qu'il a commencé à échanger des mails un peu vigoureux. Néanmoins, au même moment, il a eu un mail de félicitations par rapport à ses projets. Et en février 2002, il est convoqué par le N+2 qui lui dit vous n'avez pas d'augmentation, pas de prime, et qui lui avoue à demi-mot c'est un ordre de la directrice, comme il l'appelle. Bon, donc à partir de là, il dit bien qu'il s'est senti glissé et que les arrêts maladie ont commencé à arriver. On lui a quand même conseillé, sous le ton amical, de quitter le service, de demander sa mutation. Au fur et à mesure, il y a des gens qui sont partis et lui, c'est vrai, a un peu résisté parce qu'il avait l'impression de faire correctement son boulot. Bon, toute l'année 2002 a été, c'est vrai, émaillée d'arrêts maladie. Il décrit très bien les troubles anxieux qui augmentent avec des céphalées importantes, des palpitations, des barres et des troubles coliques qui apparaissent peu à peu. C'est en 2003 que ça s'est un peu précipité avec là des injonctions paradoxales. Où on l'accuse, il a des mails où on l'accuse de ne pas remplir les objectifs, alors qu'en fait on lui a pas fixé l'objectif. Si vous voulez, quand on met en parallèle l'atteinte de la santé et ce qui s'est passé au niveau travail, ça me paraît assez clair quand même. Essayez de me décrire un petit peu ce qui vous a amené d'abord à ce qui m'a amené à Garches, c'est que j'étais envoyée par la médecine du travail. Et mon médecin de famille, j'avais énormément de souffrances au niveau de santé, au niveau des problèmes de dos, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des poignets. J'ai été suivie pendant 2 ans par un rhumatologue puis un médecin de famille. Puis par moments, je suis carrément bloquée, je peux plus bouger ni la tête, ni les épaules, ni les bras. Bon. Mon médecin, une fois que j'étais en crise, il m'a envoyé voir la médecine du travail. Il m'a dit qu'il faut absolument faire constater la médecine du travail. Quand la médecine du travail, dans l'état où il m'a vu, il m'a fait tout de suite un courrier avec mon médecin et il m'a envoyé à l'hôpital de Garches. J'ai été voir le docteur Paulino à l'hôpital de Garches. À l'hôpital de Garches, le docteur Paulino, j'ai eu 2 consultations avec un intervalle de 2 mois. J'étais en arrêt maladie, puis au bout de 2 mois, ils ont bien vu qu'il n'y a pas d'amélioration, rien du tout. Il n'y avait pas de changement du tout pendant que vous étiez en arrêt maladie? Rien du tout. La douleur ne diminuait pas? Voilà, la douleur ne diminue pas, je suis toujours, jusqu'à maintenant, j'ai une contracture au niveau du muscle de dos, des épaules, il trouve que je suis trop stressée,
Et j'ai eu des séances de kiné, j'ai eu un traitement à prendre. C'est que ça fait quand je prends le traitement, au point que je suis arrivée à la morphine, c'est que ça fait quand je prends le traitement, ça se passe, bon, j'essaie un petit peu de surmonter la douleur. Et alors, Madame Alaoui, vous parlez toujours aussi vite? C'est ma façon de... Je pense que c'est ma façon de parler, j'ai toujours... C'est votre façon de parler je ou bien pense c'est que votre manière d'être depuis longtemps parce que vous êtes dans l'hyperactivité? Vous avez toujours parlé comme ça ou... J'ai toujours parlé comme ça, c'est ma façon, je pense, c'est ma façon de parler, c'est... Est-ce que vous avez un tempérament à aimer faire les choses rapidement? Oui, j'ai un tempérament de travailler vite, j'ai un tempérament, je pense, je suis devenue, pour ainsi dire, une machine, parce que j'ai commencé à l'âge de 17 ans dans mon travail à la chaîne, et j'ai fait toujours le même travail, et c'est que c'était toujours, on accélérait la chaîne pour pouvoir, et on est devenu robot, pour ainsi dire, des robots. Ouais. On suit le rythme des machines. C'est votre impression, c'est que vous êtes devenu une machine? Oui. Votre corps s'est adapté au rythme de la machine du travail. C'est que ça fait, petit à petit, parce qu'en tant que jeune, j'ai pas beaucoup fait attention, mais avec l'âge, je me suis rendu compte que j'ai rendu tout le monde chez moi, avec mes enfants. C'est que ça fait 5 minutes chez moi quand tout le monde ne bouge pas vite à ma façon. Et quand tout le monde ne fait pas ce que je demande, pour ainsi dire, je me suis aperçue comment j'étais demandé à mon travail ce qu'il faut faire. C'est que ça fait, il faut y aller vite, il faut accélérer, c'est que ça fait... Excusez-moi, je suis devenue une machine. Chez moi, il faut que ça se passe pareil. Si ça va pas... C'est-à-dire que le rythme que le travail vous demande, vous l'avez emporté chez moi, oui. Vous avez commencé à 17 ans, c'était en quelle année? En 76. En 76. Alors, quand vous dites que c'était manuellement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez comme geste à ce moment-là? C'est que ça fait, on n'avait qu'une machine qui remplissait, puis on bouchait à la main. Oui. Mais c'était, à bouchage à la main, c'est que ça fait, on mettait plusieurs personnes à boucher. Oui. On mettait pas comme maintenant une personne à boucher. Oui. C'est que ça fait, il y avait 3 personnes. Et si on avait des cloques, si on avait des cloques dans les mains, c'est que ça fait... Vous aviez des cloques dans les mains au bout d'un moment? Ah oui, au bout d'une heure, vous avez des ampoules. Hein. Vous appelez ça des cloques, mais c'était des ampoules. Il faut visser très fort. C'est que ça fait, il fallait visser très fort. C'était des flacons en verre à l'époque. Il fallait visser trop fort. Il n'y a pas de fuite. Bon, c'est que ça fait, il fallait mettre des étiquettes à la main. Il fallait que des personnes qui astiquaient le flacon. C'est que ça fait des personnes qui mettaient des calages autour du flacon qui ne cassent pas. On mettait dans les boîtes. C'était très bien. C'est que ça fait, c'était très bien parce que par endroit, on était 2-3 personnes. Oui. C'est que ça fait, la tâche, elle était partagée. Oui. Et plus ça va dans l'avenir, on a commencé à supprimer les gens sur chaîne. Et pour pas s'y dire, on commence à laisser une personne à boucher, une personne à mettre l'emballage, une personne de 10, on se retrouvait maintenant à 4, 3, et jusqu'à maintenant 10 fois. Quand les personnes, ils sont rapides, on leur supprime des gens. Comme ça. C'est-à-dire que le fait d'être rapide, on supprime des gens. C'est à votre détriment. Si vous allez vite, on estime que vous allez bien vous débrouiller. On enlève des gens. Ah voilà, c'est que ça fait. Au bout d'un moment, vous tenez pendant 1 heure, puis après, au bout de 2 heures, vous relâchez. Et quand vous relâchez, vous dites, je peux plus le faire. Et on vient vous voir et on vous dit, parce que vous voulez pas le faire. D'accord. Voilà. Et après, c'est dégradant pour vous parce que vous voyez toujours, vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez essayé de travailler, vous avez toujours donné ce qu'il fallait. Mais quand vous arrivez à dire, j'en peux plus, non, c'est pas vrai, parce que vous avez un tempérament rapide, vous travaillez trop vite, vous avez il y a des personnes, vous avez des compétences par la suite, on vous analyse, on voit bien que vous travaillez très bien, vous faites le nécessaire, c'est que ça fait, vous êtes une personne compétente, et on va dire, vous faites du rendement avec eux. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous supprime des gens, quand vous dites, non, c'est pas normal, je peux pas le faire toute seule, on n'a pas le choix. Pour l'instant, essayez de faire avec ce qu'on a. Mais quand vous dites, mais attendez, ralentissez un petit peu la machine, vous vous mettez de côté, vous avez des responsables, vous avez des contrôleurs qui viennent vous voir, puis c'est un petit peu... Par la suite, on s'est aperçu, c'est du vice, parce qu'on vient vous voir, on va dire, alors, aujourd'hui, on n'y arrive pas, alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus capable, alors, c'est que ça fait 6 millions, parce que vous dites, attendez, quand j'étais capable, j'y arrive, mais quand j'y arrive pas, j'ai pas le droit de dire que j'y arrive pas. Vous prenez le dessus, des fois vous fermez les yeux, vous dites bon ça passe, et des fois vous finissez par craquer. Des fois vous quittez. Combien de fois j'ai quitté le travail, je suis partie, sans demander quoi que ce soit. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Je sens de l'humiliation, j'en peux plus. Je dis mais attendez, c'est que ça fait, vous vous adressez à la responsable, vous vous adressez pas, c'est la responsable et il le voit. Excusez-moi, il voit que ça va pas. C'est que ça fait, quand il voit que ça va pas, il vient vous demander qu'est-ce qui se passe. Vous lui expliquez, pour elle, pas question de dire c'est que ça fait, non, c'est pas normal,
Pour elle, non, tout est normal, tout va bien. Mais écoutez, je ne suis pas un robot, je suis un humain. C'est que ça fait la machine. Hier, on était nombre de personnes. Oui, mais j'ai des personnes qui ont des capacités. Mais moi, je ne peux pas faire le travail de deux. Non, parce que vous ne voulez pas le faire. Voilà. C'est que ça fait... On se prend la tête ensemble. Et quand vous êtes déjà sur la douleur, sur la souffrance, vous voyez par moments, ça chauffe dans la tête. Des fois, vous dites, j'ai envie de faire du mal. Et après, de dire, on prend sur soi, on dit non. On n'est pas fou quand même parce que ça va nous coûter la vie. On a besoin de travailler. On a des enfants. On a besoin de leur donner à manger. On a besoin à la fin du mois de notre salaire. C'est que ça fait quand ça chauffe trop, bon bah, je quitte mon travail, je me rends dans le vestiaire, je pleure un bon coup, ça me fait du bien, puis bon bah, vous avez une personne plus ou moins qui vous aime et va venir vous consoler, ou sinon vous vous retrouvez toute seule, vous essuyez vos larmes, puis après bon, 10 minutes, un quart d'heure après, il y a quelqu'un qui viendra, bon bah, reprenez votre poste. Mais bon, c'est que ça fait après par la suite, soit ça arrive à la direction, vous êtes appelé, vous expliquez, vous dites mais non, c'est pas comme ça, écoutez, parce qu'ils sont pas là pour voir ce qui se passe. Mais quand vous essayez de dire si, voilà ce qui se passe, c'est que ça fait, on appelle le responsable, vous passez pour une folle, parce qu'il ne veut pas travailler, c'est que ça fait, après, ils ont le droit à la parole, et nous on n'a pas le droit. C'est que ça fait par la suite pour faire de la pression, pour faire peur aux autres, c'est que ça fait des mises à pied, des pétitions. Puis bon, bah, on vous dit la prochaine fois, si ça se produit, ça va être la porte. Bon, bah, vous fermez les yeux, vous dites non, j'ai besoin de travailler. C'est malheureux à dire parce qu'il y a des personnes qui arrivent, ils veulent faire leur place. Ils essaient plus ou moins, ils connaissent pas l'importance de la valeur de la société, la valeur des gens. La valeur, c'est que ça fait. Moi, quand je suis arrivée, j'ai essayé d'apprendre des autres. J'ai essayé d'aller dans le même sens que les autres. Puis celles qui viennent à l'heure actuelle, c'est que ça fait ils ont besoin de travailler. C'est devenu, pour ainsi dire, l'usine. Avant, c'était une maison de famille, et maintenant, ça devient l'usine. C'est que ça fait quand on arrive tout de suite, bon bah, on aime bien s'imposer, on aime bien, bon, on va dire, savoir comment ça se passe. Bon bah, on essaie. On est 30 femmes, c'est que ça fait sur les 30 femmes maintenant, il y a des personnes qui sont atteintes physiquement et moralement. C'est que ça fait quand il y a une nouvelle personne qui arrive, on lui dit plus ou moins comment ça se passe dans la société. Et après, c'est commencer un déchirement. Oui. On se déchire entre nous pour pas se dire les personnes s'ils ont besoin de travailler ou ils veulent prendre le dessus, c'est que ça fait pour la personne. Qu'est-ce qu'il dit? La chef, elle est comme ça, la chef, elle est comme ça. La personne, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, c'est que ça fait essayer d'être copine avec la chef. Plus vous êtes copine avec la chef, plus on vous donne de l'amélioration, on vous donne des postes mieux, on vous donne, c'est que ça fait les tâches les plus faciles, et les personnes qui ont bon, bah, tant d'années de maison, qui disent la vérité, que c'est pas comme ça se passe pas comme ça, il faut pas faire diviser, il faut faire une famille, c'est que ça fait pour, personnellement, j'ai toujours été éduquée d'avoir une famille et de jamais partager et faire la différence entre les uns et les autres. On est là, on est 30 femmes, on doit donner les tâches à tout le monde, travailler tout le monde, c'est que ça fait, on est là pour se respecter et respecter mutuellement les uns et les autres. Quand il y a une tâche de travail, on doit partager les tâches de travail pour tout le monde pareil. Non. C'est que ça fait, ça devient, pour ainsi dire, on est devenu des bétails. C'est la tête du client. Depuis combien de temps pour vous ça a changé de manière aussi négative? Parce que vous décrivez des choses positives au début de votre travail. Ça fait 10 ans. Depuis que j'ai repris mon travail, après 3 ans de congé parental. Oui. Voilà. Et alors, il y a eu un changement de direction et c'est venu vraiment Vraiment, il faut vraiment le voir pour le croire. C'était pas comme ça avant? Avant, non. Et mais je peux vous dire que l'ancien directeur qu'on avait, c'était une société, bon, c'était une société française. Elle était achetée par les Américains et c'est que ça faisait un groupe. D'accord. Et le groupe depuis, bon, c'est que ça fait, il y a eu un acharnement parce qu'il y avait du directeur de production et de fabrication. Et bon, entre eux déjà, ça allait pas. Et le jour que celui de la production elle est parti, il a dit bon bah vous allez voir, vous allez souffrir avec le directeur de technique qui va rester. Parce que le directeur de technique, c'était la rapidité, c'est le travail, il faut que ça sorte, on va se dire, c'est devenu une usine. Et c'était, bon, c'est maintenant qu'on prend du recul, on s'aperçoit que c'était bien vrai, parce qu'à l'époque, les gens, bon, bah, ils disaient oui, parce que bon, bah, il s'en va, il a la rage, parce que bon, bah, ils l'ont fait partir, hein. Mais par la suite, on s'aperçoit maintenant, c'est vrai. Ce qu'il avait dit, c'était bien la vérité. Ça a modifié profondément l'organisation du travail. Parce que quand vous voyez, dans le temps avec lui, on travaillait, on était 10 sur chaîne, et maintenant on se retrouve 4 sur chaîne. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les cadences, dans le temps que vous voyez, on faisait bon, à 350 tubes à l'heure, maintenant on fait 750 à l'heure. Vous le voyez. Avant, quand on faisait, c'est que ça fait, bon, à la matinée, on va faire pendant 1 heure, 400, 450, maintenant il faut faire 750 à l'heure. Comment vous faites pour tenir?
J'essaye. Quand vous êtes au travail, comment vous faites? Qu'est-ce que vous vous racontez dans la tête? Et ben, quand je suis dans le travail, j'essaye de passer mon travail, de moi-même, de dire. Et, je sais pas, parce que quand je suis au travail sur le coup, avec les collègues, on n'a pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler? On n'a pas le droit de parler parce que quand on parle, on est moins attentionné au travail. C'est pas vrai. Au contraire. C'est que ça fait, quand on parle, les produits ils passent, c'est que ça fait, on s'aperçoit pas que c'est pas la même référence. Il y a des erreurs. Je dis, il y a des erreurs. On accepte qu'il y a des erreurs ailleurs, mais on ne doit pas accepter qu'il y ait des erreurs. Qu'on doit faire des erreurs nous aussi. Je dis, vous en avez peut-être un pot qui va passer. Des fois, vous faites très attention, vous voyez le pot. Le pot, vous voyez la référence, et des fois, vous pensez à quelque chose, entre-temps, il y a un pot qui va passer, c'est pas la même référence. Mais vous ne l'avez pas fait exprès. Ils s'aperçoivent, soi-disant chez le client, mais même quand on demande chez le client, ils ont trouvé combien sur la quantité. Ils disent, ça ne vous regarde pas. J'ai l'impression que vous vous plaignez pas tant que ça de la dureté physique du travail que de l'ambiance de pression morale qui règne. Je vous entends pas dire c'est quand même un travail dur, répétitif, fatigant. Je vous entends dire c'est pas supportable qu'on m'humilie ou qu'on me punisse. Pour vous, l'aspect physique du travail, c'est pas quand même la première chose qui vous blesse? Vous le supportez bien, ça? Excusez-moi, le côté très fatigant du travail, vous le supportez bien? Mieux que finalement les réflexions, les brimades? Je supporte parce que dans l'intérêt que j'ai besoin de travailler, je le supporte parce que j'ai dit, si je dis un mot, de toute façon, j'aurai jamais raison. Vous n'avez jamais raison avec eux, vous avez toujours tort. Quand vous leur dites non, il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes les responsables, on sait ce qu'on a à faire. Quand vous dites, écoutez, je souffre, vous n'avez pas le droit de dire que vous souffrez. Il ne faut pas se dire, je pense qu'il nous a habitués, vous n'avez pas le droit de dire, vous avez mal. Vous n'avez pas le droit de dire que ça fait mal. Vous n'avez pas le droit, quand vous avez une cloque, vous n'êtes pas la seule. Mais attendez, je ne suis pas la seule, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Mettez des gants, on met des gants. C'est que ça fait, quand vous mettez des gants, c'est des gants qui sont plus grandes. Ils se prennent dans le bouchon. Quand vous bouchez, ils se prennent dans le bouchon. Vous avez la peau qui reste accrochée. Vous leur dites, regardez ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand vous essayez de leur expliquer la douleur ou le mal que vous vivez sur place, qu'est-ce qu'ils vont répondre, la chef? Le bureau du pleur, elle est là-haut. On n'est jamais à l'écoute. On ne peut pas dire ce qu'on pense. C'est que ça fait moi, personnellement, j'ai commencé. Cette souffrance, peut-être, je la garde pour moi. Quand j'arrive à la maison, quand j'ai une bonne journée, ça se passe. Mais quand j'ai pas une bonne journée, c'est que ça fait, je raconte pour moi. Elle me dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été la journée? Je dis, la douleur, puis il me dit, oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Jusqu'à maintenant, on dit, on a besoin de travailler. Le travail, il donne la santé. Travailler, c'est bon pour le moral. Mais finalement, ces dernières années, non. Quand on vous écoute, travailler vite et bien, c'est peut-être gratifiant au début, mais après, finalement, ça abîme le corps. Et on a l'impression que vous n'arrivez même plus à ralentir cette vitesse, tellement elle fait partie de votre identité. Oui. Alors que c'est cette vitesse proposée par l'organisation du travail et bien encouragée, qui vous a abîmé. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on fasse un travail ensemble un petit peu autour de tout ça? Vous êtes prête à venir me voir toutes les semaines? Sans problème. Sans problème, d'accord.